informations à Condanous.net et bonjour spécial au grandissime Morphée Aubin qui est notre invité du jour. Il faut le rappeler. Bonjour. Je suis ému parce qu'il m'a presque enlevé le mot à la bouche. Il a dit qu'il a les larmes aux yeux et moi donc, parce que même quand on écrit une œuvre, on crée une œuvre, on n'a pas pour habitude de s'écouter soi-même, c'est de temps en temps. Et là, vous m'avez replongé à des années lumière en arrière, les conditions dans lesquelles nous sommes entrés en studio, les conditions dans lesquelles j'ai écrit. Et là encore, parce que c'est un titre prémonitoire. Et une fois que nous avons enregistré cet album, nous nous sommes séparés parce que c'était mon ex qui chantait, une Française qui chante en aké. Et en pays aké, les femmes même disent mais c'est pas possible, tu nous fous la honte, comment une blanche peut chanter aussi bien, aussi mieux que nous, parce qu'elle est violoniste, elle a l'oreille musicale. Et sincèrement, je suis touché. L'amour, le monde. C'est non. Monsieur Aubin, je suis curieux de savoir comment avez-vous réussi à coloniser cette Française qui a chanté en aké? Vous savez, coloniser en griffe. Bien sûr, je comprends. Il y a eu un grand percussionniste qu'on appelle Marc Dupont, qui est un Français. Et s'il joue les percussions dans une salle à côté, sans que vous le voyez, vous allez penser que c'est un Africain, que c'est un Noir. Mais non. Alors, je lui ai posé cette première question. Comment se fait-il que tu joues comme ça? Il me dit, tu sais, pour apprendre une culture, il faut s'imprégner, il faut s'immerger dans cette culture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le village, je mangeais ce que le villageois mangeait, je rigolais avec eux, j'étais à leur funérailles, ils jouaient, ils m'apprenaient. Donc, c'est ce qui fait qu'on arrive à ce résultat. Maintenant, je vais encore plus loin. Elle étant une blanche, moi étant un noir, alors je lui inoculais une forme de seringue, donc donc de 100 à 100, ça donnait ce résultat-là. Ok, monsieur Morphée Aubin, vous êtes musicien, vous êtes chanteur, vous êtes conteur et vous avez à votre actif plusieurs œuvres de contes, dont Le rat célibataire, Les aventures de Breton le lièvre, Les aventures de Pétien la hyène, Le petit chacal et le vieux crocodile. Nous sommes curieux de savoir comment arrivez-vous à partager dans vos spectacles les mythes d'Afrique avec des figures bestiaires africaines? J'ai fait ce choix parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle des artistes, des chanteurs engagés. Et quand on a cette étiquette-là, ça a une coloration politique. Alors moi, j'ai pris l'autre pan de la lutte qui consiste à véhiculer mes messages à travers les contes. Les contes engagent le conte. Et ce que je dis à travers le conte, c'est pas moi qui le dis, même si je le pense. Et c'est facilement acceptable par tout le monde. Vous racontez une histoire qui va à la fin avoir une certaine morale facilement partageable. Voilà, on peut partager facilement. Donc, pourquoi, comment? J'ai fait ce choix parce que c'est beaucoup plus, comme on dirait aujourd'hui, c'est beaucoup plus cool. Ça passe haut les mains, sans incidence politique, diplomatique. Et puis voilà pourquoi j'ai fait ce choix-là. D'où est née votre passion pour la musique et pour le conte? Alors, je peux effectivement, je ne veux pas dire comme certains, je serai dans le sang, je suis né avec. Beaucoup plus tard, moi-même, je me suis posé la question, comment se fait-il que j'ai opté pour la musique, pour les arts et la culture, après tant d'années d'études, parce que ma formation, j'ai fini en tant qu'urbaniste. Mais si j'ai choisi la musique, c'est que ça vient
de loin. Je suis le premier fils d'une famille de 19 enfants et dans une famille où la polygamie existe. Mon père a eu 5 femmes avec ses 19 enfants. Et donc ma mère était la première, elle est vite partie, donc j'ai été élevé par ce qu'on appelle les marâtres. Et quand vous savez vivre cette vie n'est pas famille recomposée, marâtre, ce n'est pas du tout facile. Et quand j'avais de la peine, quand ma marâtre me faisait du mal, par orgueil, par fierté, je ne voulais pas pleurer devant elle. J'endurais, j'encaissais, et puis après, longtemps après, je me cachais derrière la maison, des heures après que l'incident se soit produit. Mais comment arrivais-je à pleurer par rapport à une histoire qui est déjà passée? Je pensais à ma petite sœur, celle qui est venue après moi, dont on dit qu'elle est décédée. Elle s'appelait Happy. Et puis, à Nakié, il y a le cafard, le cancola s'appelle Happy Sheker. Donc, tout petit, à l'âge de 5 ans, je chantais Happy Sheker, wow, hey, wow, Happy Sheker, wow, oh. Happy Sheker, je chantais la reine des cancolas, la reine des cafards. Viens me voir, viens auprès de moi. Mais quand je chantais cela, les larmes perlaient sur mes joues. Je pleurais bien abondamment, je suais mes larmes, puis je rentrais dans la cour comme de rien n'était. C'était à l'âge de 5 ans. Et puis après, cette histoire se passait à Mayako, parce que mon père était fonctionnaire, il a fait Mayako. Et j'allais sur le marché, j'achetais l'harmonica avec mon argent de poche, avec les pièces. À l'époque, une harmonica coûtait 100 francs. Wow. Donc avec 100 francs, je soufflais dedans. L'harmonica, tu souffles, tu aspires, tu inspires, ça te donne un son, je m'en contentais. Et puis beaucoup plus tard, je me suis intéressé à cet instrument que j'ai développé jusqu'à ce qu'un jour, je vous saute le détail, j'arrive en France, je vois un tout petit harmonica qui donne un son original qu'on appelle les harmonicas de blues. Je dis mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut jouer de la sorte? Et j'ai acheté aussi cet harmonica, j'ai appris à en jouer et l'harmonica a été mon instrument de prédilection. Et puis après, bon, vous savez, comme tout le monde, quand on est petit ici en Afrique, les parents n'aiment pas qu'on s'adonne au football, qu'on s'adonne à la musique, c'est pour les voyous. Moi, je me cachais pour jouer. Mais une fois arrivé en France, il n'y avait pas papa, il n'y avait pas maman, j'étais autonome. Et en plus, dans le lycée, il y avait le club photo, il y avait le club musique, qui est fou. Je me suis inscrit dans le club musique, et puis je faisais de la musique, et puis après, bon, devenu autonome, je me suis amusé à créer aussi dans le lycée un orchestre, et puis après, plus tard, bon, voilà, je suis devenu auteur, compositeur. Voilà, mais c'est une belle transition à la question que je vais poser. Monsieur Aubé Monfé, comment un homme orchestre, comme vous avez dit tout à l'heure, comment un homme orchestre comme vous, parce que c'est ce que vous êtes, instrumentiste multitalent, comment est-ce que vous sortez de la sphère musicale où vous aviez une carrière prometteuse pour embrasser un autre art de la scène qui est le conte? Comment ça se fait, la transition? Ouais, à quel moment alors, cette transition arrive? La transition s'est faite vraiment en douceur, et puis, parce que quand nous étions étudiants, et je le rappelle toujours, mon ami Adepo Yapo, lui, il était... Maître Adepo Yapo. Il était étudiant en ethnomusicologie, moi en urbanisme, mais j'aimais la musique. Donc, quand le soir venait, qu'on faisait nos soirées, on allait à la boucherie Bernard, on achetait le poulet bien grasse, là. On n'avait même pas besoin d'acheter de l'huile. Avec la graisse de poulet, on te faisait du tiep. La belle époque. Ah oui. Ah oui, la grande époque. Et quand on finissait de manger, ben on sortait les instruments. Et puis, on jouait.
Et puis on se racontait, pas des blagues, pas des histoires, mais des contes. Et puis un jour, au cours d'une soirée, un monsieur est arrivé, un petit blanc, qui dit, mais ce que vous faites là, c'est bien. Venez raconter dans mon centre culturel. Je dis, monsieur, nous sommes des musiciens, on peut faire un concert, mais pas à l'école. On dit, non, 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 faites ce que vous faites là, c'est bien. Bon, nous nous sommes jetés à l'eau. On va raconter. Moi, je suis le conteur, Adepo est le complice, le compère du conteur. Et puis, d'un coup, je ne connais pas la suite de l'histoire. Ce n'est même pas que j'ai un tour de mémoire, je ne connais pas la suite. Alors je disais à Adepo, qu'on ne me met pas le besoin. Je ne connais plus la suite. Et Adepo me racontait la suite de l'histoire. En acquis, bien sûr. Et moi, je le disais après en français. Mais les amis, ça a été un tonnerre de feu parce que à la fin du spectacle, une fois de plus, je vous saute les détails, il y a une dame qui vient dans les coulisses qui dit, mais monsieur, ça fait longtemps que vous faites ça. Ouais. Et mais quand vous faites ça, combien vous prenez par spectacle? Je dis, non, vous savez, nous, le spectacle, les gens nous donnent ce qu'ils veulent. Bon, d'accord. Nous vous invitons dans notre bibliothèque pour une soirée de contes. On a accepté le contrat. On ne savait pas le contenu du contrat, combien on devait gagner, mais nous, c'était pour le fun, c'était pour le plaisir. Et Adepo et moi, on va raconter, on fait un tabac dans le même processus. C'est-à-dire que je ne me rappelle pas, je parle à Naki, Adepo me raconte, on raconte, et puis ça crée une interaction. Il y a une autre dame qui vient vers nous. Il y avait une association qu'on appelle la DA, c'est une association qui produit les artistes français en Afrique et les artistes africains en France. Je dis, mais est-ce que vous pouvez faire partie de notre catalogue pour... On dit, ah, bon, d'accord. Voilà, de fil en aiguille, dans l'amusement, eh bien, nous sommes devenus des conteurs. Et puis donc, on a joint le conte à la musique. Et puis après, bon, Adepo est rentré en Côte d'Ivoire, professeur. L'émérite professeur Adepo. Ouais. Et moi, j'ai continué là-dedans jusqu'à ce qu'un jour Adepo vienne et dit, mais attends, le truc qu'on faisait pour s'amuser là, c'est devenu sérieux. Et j'étais devenu le premier conteur africain dans le renouveau du conte en France. Le renouveau du conte date des années 70. Et ce que je vous raconte là, on est tombé là-dedans en 76. Et puis je suis devenu conteur. Et puis je fais la musique, je fais le conte, la musique, le conte. D'accord. Vous avez la salutation de M. Gaucho-Claude depuis Hambourg, qui vous salue bien et qui est très, très heureux que vous soyez à l'antenne. Alors, oui. C'était important pour vous de faire des contes en natier et de les traduire en français. Quel était l'impact pour vous de les penser en natier et de les traduire en français? Alors, l'impact d'abord, dans le conte africain, il faut dire tout de suite qu'il y a ce qu'on appelle l'interaction. D'accord. Donc, et cela n'existe pas dans les contes occidentaux. Par respect, vous écoutez un conteur, il finit son histoire, si vous devez applaudir, vous applaudissez. Mais dans le conte africain, on interrompt le conteur. Et dans le conte africain, il y a des chants, il y a des retournelles, et ça met de l'ambiance. Donc chanter en acquier, parler en acquier, et puis les gens entendent le son acquier, le son, ce langage africain. Bon, on l'a fait, vraiment, sincèrement, on l'a fait, comme je disais tout à l'heure, on l'a fait par hasard, et puis ça marchait. La mayonnaise a pris. Quand la mayonnaise a pris, qu'est-ce qu'on fait? On la mange. Okay. Merci pour la réponse. Monsieur Aubin, quel message véhiculez-vous dans vos différents contes? Oh, quel message? Il y a tous les messages. Hein. Vous savez, là, par exemple, je vais faire un spectacle demain. On en parlera tout à l'heure. Ben voilà, justement, ben voilà là, une transition. Bon, le thème du spectacle, c'est leçon de vie. Leçon de vie, ben, quel thème? La vie. Ne pas voler, ne pas mentir, ne pas calomnier. Les rumeurs, ça tue. J'ai un compte là-dessus. Donc, je ne peux pas vous dire que je m'inscris dans tel type de message. C'est tous les messages, parce que le conte, c'est la vie. Vous avez écrit plusieurs œuvres de contes. Tout à l'heure, nous en avons cité quelques titres. Nous sommes curieux de savoir quelle est l'œuvre qui a
qui a eu du succès, qui a eu un best-seller? Alors, il y en a plusieurs. Bon, quand on fait, même au niveau de la musique, on a un disque d'or, on a des disques platine, il y a plusieurs œuvres qui se suivent. Mais il y en a un qui est l'histoire du petit caillou, un petit caillou que Boton le Lièvre découvre. Boton le Lièvre découvre au champ et puis il dit, mais quel joli petit caillou. Le petit caillou dit, attends, je ne m'appelle pas petit caillou. Quoi? Un petit caillou qui parle? Bien sûr que je parle. Alors Boton le Lièvre dit, mais si tu ne t'appelles pas petit caillou, comment t'appelles-tu donc? Et le petit caillou dit, mais Hemaïchi, Apososo, Apososo. Je m'appelle Apososo, Apososo. Et Boton le Lièvre demande, mais qu'est-ce que cela signifie? Boton dit, mais demande-moi, le petit caillou dit, demande-moi tout ce que tu veux et tu l'as. Mais en période de famine, découvrir un petit caillou qui peut tout vous donner. Quelle est la première chose qu'on peut demander si ce n'est de la nourriture? Alors Boton le Lièvre a demandé de la nourriture en chantant Abosso, abossoi, abosso, abossoi, abosso, abossoi. Boton le Lièvre chante abosso, abosso. Il voit apparaître un gros plat de miam miam. Il mange, il mange, il mange. Il est heureux, il fait des réserves. Et donc, il me dit que cette histoire magique a eu vraiment beaucoup de succès jusqu'à ce que je raconte un jour l'histoire du rat célibataire qui a aussi fait des succès. Et ce conte, je l'ai écrit et un extrait en a été fait et ce conte est enseigné dans les écoles françaises. D'accord. Monsieur Monfé, à vous regarder raconter vos histoires, on voit des étoiles qui scintillent dans vos yeux. Oui. Comment est-ce que vous puisez l'inspiration? Vous vous inspirez de faits traditionnels, d'histoires traditionnelles, ou vous les inventez carrément Non, je fais ce qu'on appelle le travail du conteur. Un conteur, il a une histoire, et puis l'histoire, au moment où vous la racontez, vous la réinventez. Et chaque fois, c'est comme ça. Alors, quand vous voyez mes yeux comme ça, au moment où je raconte, je suis dans l'environnement de l'histoire. Et c'est ce qui amène à dire qu'un conteur ne raconte pas une histoire. C'est le conte qui se raconte. Donc, comme le conte se raconte et que je le vis, eh bien, j'ai les yeux écarquillés comme un enfant qui écoute le conte. Qui brille de mille feux. Exactement. D'accord. Pour emboîter le pas à Indiane, je voulais savoir comment arrivez-vous à restituer le savoir des vieux, de nos ancêtres, à travers vos contes? Alors, si vous avez bien entendu, écouter ce que j'ai dit là, c'est que, en fait, comment j'arrive? Je ne fais aucun effort. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'est le conte qui se raconte. À partir du moment où le conte se raconte avec toutes ses pensées, avec tout ce que cela comporte, ben, le conte fait son travail. Et voilà, dans le conte, il y a quelque chose de magique. Et c'est cette magie-là qui fait effet sur et l'auditeur, et le spectateur, le public, et le conteur lui-même. Puisque ce n'est plus moi qui raconte, donc je deviens en même temps spectateur, auditeur. Donc cette magie est inexplicable. C'est comme une possession en fait. Exactement, vous rentrez dedans, vous ne vous appartenez pas, et le public rentre dans le conte. Vous savez, on a l'habitude de dire, ah, le conte c'est pour les enfants. Et une fois que les parents amènent les enfants à écouter les histoires, ils oublient que leur enfant est assis à côté. Et puis chacun avale l'histoire, prend la danse qu'il peut prendre. Voilà, c'est que c'est la magie du conte. En 1992, vous organisez le premier spectacle de conte, si je ne me trompe pas, en Abidjan. Quelle est l'histoire de ce festival? Aïe, aïe, aïe. Alors, en fait, c'est le Festival international de conte. Vous savez, en France, et même partout, je dirais, on est artiste parce que les autres veulent que vous soyez artiste. Je suis devenu conteur parce que les autres conteurs ont voulu que je sois conteur. Parce qu'il y a un contrat quelque part, on dit, vous ne connaissez pas un conteur africain? On dit, ah oui, Aubé mon fille, tu ne connaissais pas un conteur quelque part? Bon, en Côte d'Ivoire, on dit Aubé mon fille, en France, on dit mon fille Aubin. Question de patronyme. Voilà. Et donc, mon fille Aubin par-ci, mon fille Aubin par-là, grâce à mes amis conteurs. Et un jour, je me suis assis, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je peux donner en remerciement à tous ces amis conteurs
qui ont fait de moi un conteur. Alors je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé, il faut que j'organise un festival en Côte d'Ivoire. Et là, je ferai d'une pierre deux coups. J'emmènerai cet art nouveau en Côte d'Ivoire, puisque en Côte d'Ivoire, tout le monde sait ce que c'est le conte, mais le renouveau du conte, faire que le conte devienne un spectacle, qu'on ait le conte en festival, bon, c'est moi qui l'ai amené, et on fait, comme je disais encore ce matin à des amis, quand les conteurs sont arrivés au village, parce que ce n'était pas seulement qu'à Abidjan, il y avait même aussi au village, les femmes disaient, mais c'est pas possible, vous voyez comment la Blanche elle raconte, ben moi aussi, la prochaine fois quand vous allez venir, on va leur montrer ce que nous savons faire. Donc ça a créé une certaine émulation parce que je suis venu en 92 avec 13 pays étrangers pour ce festival. Et je l'ai fait à compte d'auteur. C'est-à-dire que je n'avais aucun centime comme subvention de la Côte d'Ivoire. Et la prochaine question, elle vient à propos. Avec tout ce que vous avez abattu comme travail depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que la reconnaissance est venue? Est-ce que la reconnaissance suit? Est-ce que les autorités qui sont chargées de reconnaître les gros talents, on voit certains artistes qui sont décorateurs à travers, est-ce que le grand Aubert Monfé a déjà eu la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire? Oui, j'ai eu les deux médailles du mérite, chevalier du mérite national, bon, j'ai eu ça. Je remercie l'État pour cela. Mais moi, le mérite que j'attends, c'est que les projets que je propose voient le jour. Dans les années 80, je suis venu avec un projet au ministère de l'Éducation nationale où j'ai souhaité que le conte soit partie intégrante dans l'enseignement, que le conte soit considéré comme matière à part entière, au même titre que les mathématiques, l'histoire, la géographie, le français. Et le directeur du cabinet du ministre qui m'avait reçu à l'époque me dit, ah, vraiment c'est un très très bon projet. Et vous savez, ça ne se fait pas encore en France. Donc nous, on ne peut pas l'intégrer. Et quand je suis rentré à la maison chez moi, j'ai pris mon dossier, j'ai pris mes deux mains, j'ai déchiré, j'ai jeté ça à la poubelle. J'ai dit, bon, ils n'ont rien compris, je retourne en France. Figurez-vous qu'en 1995, le ministre de l'Éducation nationale, qui était le ministre de la Culture, Jacques Lang, paix à son âme, a invité tous les 12 grands meilleurs conteurs en France pour que nous entrions dans les UFR pour que les prochains professeurs, enseignants puissent maîtriser cet art et l'inclure dans leur enseignement. Voici comment aujourd'hui le rat célibataire a été sélectionné et enseigné dans les écoles, pendant que moi, petit Africain, donne ce projet en France. Ça marche et nous sommes encore à la traîne. Voilà, moi ce qui me ferait plaisir, c'est au moins que de temps en temps, ce genre de projet soit entendu, soit écouté, compris et mis à exécution.